L'épisode 4 de House of the Dragon nous prouve que la qualité réside principalement dans la plume. Nul besoin d'action ou de jolis plans pour nous maintenir captivés derrière notre écran. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve une nouvelle fois sur la série House of the Dragon. Mais avant tout, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette série, là où vous trouverez ma première vidéo où j'aborde mon avis sans spoilers ainsi que les thèmes polémiques. Et là, j'imagine que certains qui me suivent se demandent qu'en est-il du livre que j'ai entamé la semaine dernière. Eh bien, j'ai presque fini la première partie. Ça se lit assez vite en effet. La première moitié de cette première partie est très intéressante car ça aborde tout le thème autour des conquêtes. Mais s'ensuit toute une partie très compliquée sur la généalogie où là, Aegon le Conquérant va déployer toute sa génétique et là on a tout un tas de nouveaux personnages qui vont apparaître avec les mêmes noms, genre Aegon 1, 2, 3... Rhaena, Rhaenyra, machin truc, etc. Il y a plein de personnages qui portent souvent le même nom, c'est très compliqué à bien saisir. Donc en fait, il faut vraiment se concentrer sur les personnages principaux et la bonne nouvelle, c'est que l'auteur a la gentillesse de répéter souvent les noms des personnages, ce qu'ils font, leur profession, etc. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, j'aurai déjà fini la première partie et entamé la seconde, que la série est censée adapter. Et justement, quand on parle de cette dernière, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, y compris la partie commentaires, car je vais revenir sur des détails importants que je n'ai pas abordés dans la vidéo précédente. Mais avant tout, concentrons-nous sur l'épisode 4, le roi du détroit, encore un titre qui dit beaucoup de choses, un épisode d'environ 1 heure. Tout le monde fait la queue pour demander la main de la princesse Rhaenyra, avant que Daemon ne réapparaisse autoproclamé roi du détroit. Et là, nous avons enfin eu le droit à un moment émouvant, Viserys qui reconnaît le courage de son frère et se réconcilie avec. En revanche, si quelqu'un ne souhaite pas se réconcilier, c'est bien le Lord Corlys. Ce dernier commence à parlementer avec le seigneur de la mer de Braavos pour faire marier sa propre fille Laena à son fils. Une alliance entre les Velaryons et les cités libres va donc naître. Et autant dire que c'est un tout petit peu la merde. D'autant que ça va inciter Rhaenyra à se maner le derche pour trouver quelqu'un. Et peut-être qu'elle a trouvé ce quelqu'un. En effet, elle découvre un passage secret qui l'emmène dehors, à l'extérieur, avec son oncle, et ainsi une relation entre deux Targaryens va se former et ça va faire mal. Viserys va donc briser de colère la promesse qu'il avait faite à sa fille, celle qu'elle pouvait se marier à qui elle voulait, en l'envoyant épouser Laenor Velaryon, et un point, c'est tout. Et par culpabilité de son acte, elle accepte cette proposition, mais à condition que son père fasse quelque chose en échange, son devoir de roi qui consiste à se débarrasser de quelqu'un qui l'a manipulé depuis bien longtemps, Otto Hightower. Alors on sent que le final de l'épisode 3 a eu un gros impact sur le 4e car beaucoup de choses se sont passées. Au début de l'épisode, malgré la foule d'hommes de tout âge qui font la queue pour Rhaenyra, celle-ci a l'air plutôt d'être attirée avec son petit sourire, comme tous les Targaryens, par son propre sang. Daemon, qui d'ailleurs remarque qu'elle porte toujours le collier qu'il lui avait offert. Cette petite sortie secrète va permettre de sexualiser la relation entre ces deux personnages. Au passage, j'en profite pour dire que la couronne de Daemon est très cool, vous savez, une espèce de couronne faite à base d'os. On sent vraiment le côté sauvage d'où il revient, comme s'il avait obtenu son pouvoir par la force meurtrière. Et j'ai noté que pour moi, c'était l'épisode de la réconciliation. D'un côté, entre les deux frères Daemon et Viserys, et de l'autre des deux sœurs de cœur, Rhaenyra et Alicent. Mais ces réconciliations vont très vite se rebriser à nouveau en même temps pour la même question, celle de l'inceste. On notera au passage que la relation entre les deux frères se brisera à nouveau dans la même salle du trône de la fin du premier épisode. Une façon de boucler la boucle. Et à en juger au bébé d'Alicent, l'ellipse a encore duré plusieurs mois, ce qui nous rappelle que Rhaenyra a désormais la majorité, d'où cette volonté artistique de lui faire perdre sa virginité dans cet épisode. Autrement, je ne peux pas m'empêcher de penser que le chevalier Sir Criston Cole a quelques sentiments envers la princesse. Déjà, le fait qu'il dresse les oreilles lorsque cette dernière lui donne un minimum d'intention lorsqu'elle lui souhaite bonne nuit, mais en revanche, on ne sait pas si la relation entre ces deux personnages est juste sexuelle ou s'il y a quelque chose en plus. Visiblement, la jeune fille a l'air d'être attirée par la noblesse de Criston Cole, mais également par le côté fougueux et imprévisible de Daemon. Viserys, lui, continue de s'abîmer physiquement, un petit peu comme si une maladie le rongeait, que j'ai moi-même appelé la maladie du trône. Et on sent que la pauvre Alicent n'a jamais aimé son époux.
forcée par son père. Le montage nous montre la différence entre d'un côté le mariage de l'Alliance, avec une Alicent vide de l'intérieur qui ne ressent rien, et le désir de l'autre avec Rhaenyra qui commence à prendre du plaisir, et ce justement par sa liberté. Par contre, à présent, je me demande si cet inceste entre l'oncle et la nièce aura un impact sur la suite. Alors je ne suis pas allé suffisamment loin dans le livre, mais normalement, l'inceste est très mal vu dans le royaume, et ça a même provoqué une guerre contre la foi dans le passé. Et au final, la réponse ne se fait pas attendre. C'est un oui, l'inceste est toujours très mal vu dans le royaume. Et bonne nouvelle, pour la première fois, Viserys ne se laisse pas faire contre sa propre main Otto Hightower. Il a enfin compris la volonté de ce dernier de voir sa lignée posée sur le trône. Sa décision frissonnante de fin montre qu'il est finalement beaucoup plus fidèle à sa fille qu'il n'y paraissait. Le fait qu'il se rende compte de sa manipulation, moi ça m'a fait penser à Théoden dans Les Deux Tours. Et sur un autre sujet, on évoque la prophétie de la chanson de la glace et du feu, qui fait évidemment écho à la prophétie de la première série, ainsi que sa fin. Et l'épisode se finit sur ce plan, sur cette espèce de thé, j'imagine contraceptif, qui nous laisse poser quelques questions si oui ou non elle compte boire ce thé, et le fait que la série s'arrête avant qu'on ne la voie boire cette potion nous laisse suggérer que le prochain enfant qu'elle va enfanter pourrait potentiellement être un bâtard, mais évidemment, encore une fois, je dis bien suggérer. Je pense que c'est ensuite à nous de laisser notre imagination faire. Personnellement, dès l'introduction, on n'a pas d'action, mais j'étais déjà dans le bain. Le fait de rester au même endroit dans cette série nous aide à mieux nous concentrer sur les personnages. Personnages déjà très nombreux et honnêtement, je trouve ça vraiment cool que la série marche. Franchement, apparemment, elle cartonne. Elle rapporte presque les mêmes chiffres que les dernières saisons de Game of Thrones. C'est énorme. Alors que ça reste quand même une série très calme, très posée sur les dialogues. Ça fait très anglais dans le style et j'ai l'impression de voir un petit peu la série The Crown. D'ailleurs, je ne suis pas trop d'accord avec les gens qui disent que la série fait doublon avec l'original. Je pense préparer une vidéo entière pour parler de ça. On est à 100% concentré sur le pouvoir des Targaryens et pour l'instant, on ne sort pas de ce cadre. Du moins, tant que les protagonistes n'en sortent pas eux-mêmes. Et le travail sur le montage est vraiment admirable, je trouve, en termes de rythme. Bon, sinon rien à voir, mais je ne sais pas pour vous, mais je préfère Daemon avec les cheveux longs. Là maintenant, il ressemble plutôt à un genre de random Malfoy. De plus, il fait plus jeune comme ça. J'aime aussi beaucoup le visage de Millie Alcock dans le rôle de Rhaenyra. Elle fait à la fois jeune et à la fois mature. Elle a été incroyablement bien castée pour ce type de rôle, qui justement va se dérouler sur plusieurs années, donc c'est vraiment ce qu'il nous fallait. J'aime aussi beaucoup les conversations entre elle et son oncle, qui se disent vraiment tout sans filtre. Et c'est là qu'on comprend que les deux ont des démons. D'un côté, Daemon vit dans l'ombre de son frère, tandis que Rhaenyra vit dans l'ombre de son propre statut. Celui du fait de passer après les hommes, malgré le fait qu'elle a un statut quand même important. Disons que ces deux personnages partagent des ambitions aussi grosses. On remarquera aussi que le fait que Rhaenyra soit confondue par un garçon lorsqu'elle sort la nuit l'amuse beaucoup. Et mention spéciale aux acteurs qui manient la langue au valyrien, si je ne me trompe pas. Et on peut aussi noter la performance d'acteur dans le regard d'Otto. Lorsqu'il perd son titre, on voit bien ses lèvres trembler. Franchement, sur ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Autrement, sur un autre sujet, j'ai vu beaucoup de gens très partagés par rapport à la fin de l'épisode 3. Certains ont trouvé ça ouf, incroyable, et d'autres beaucoup plus décevant. Et pour ma part, je suis plutôt entre les deux. J'ai adoré ce passage, mais c'est clairement pas ce qu'on a eu le plus grand dans tout Game of Thrones. Et j'ajouterais même que c'est normal, on est juste sur un début de saison, c'est vraiment pour marquer le coup. J'ai vu certains déçus de ne pas avoir vu de confrontation entre Daemon et le caveur de crabe, après toute cette mise en abîme depuis les épisodes précédents, et pour ma part, je trouve que c'était normal de mettre cette confrontation hors champ, car ça permet de voir à quel point cet antagoniste, donc le caveur de crabe, était insignifiant par rapport au reste, insignifiant par rapport à la suite de l'histoire. Il s'est montré à quel point il était faible face à Daemon. D'ailleurs, on voit bien que c'était quelqu'un de malade. Daemon n'a pas eu de mal à le trancher en deux carrément, un petit peu comme si son corps, ses os étaient fragiles et ce n'est pas pour rien qu'il a préféré se cacher. J'ai vu aussi certains parler du visuel en disant que ouais, c'est trop terne, c'est trop gris, il y a trop de fumée. Bah, il y a trop de fumée, c'est normal parce que s'il y a un dragon qui crache du feu, bah, ça fait de la fumée. Alors certes, ils se sont servis de ça pour faire un peu de cache-misère, mais en même temps, ça crée une certaine atmosphère. Et surtout par rapport au fait que ce soit trop gris, moi je trouve que c'est au contraire une qualité. Certains confondent la correction colorimétrie et l'étalonnage. La correction colorimétrie permet de créer une image plus belle, d'améliorer ses contrastes et de saturer, de monter un peu plus les couleurs. Et l'étalonnage va permettre de créer au contraire une émotion par ses couleurs. La volonté de cette bataille de fin d'épisode 3 consistait justement
à nous faire ressentir le côté aseptisé et mortuaire des lieux, à la différence de la première fois qu'on voit le gaveur de crabe clouer des gens sur une plage. Là d'un coup, la couleur est beaucoup plus forte, beaucoup plus chaude, et c'était vraiment une façon de nous montrer à quel point il était haut dans sa domination. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec des séries du type Les Anneaux de Pouvoir, qui est très jolie visuellement, mais vraiment trop joli même. C'est-à-dire que c'est coloré de la même façon partout, sans réelle signification derrière. Ce qui fait qu'on ne ressent pas d'émotion particulière à part « oh bah tiens c'est joli ». Dans le final de l'épisode 3, lorsqu'on voit le dragon cracher du feu, le feu est beaucoup plus saturé et c'est vraiment une façon de nous montrer que ça y est, c'est le feu de l'espoir. Là, on ressent quelque chose. Et je vais compléter le reste de ces vidéos justement par vos commentaires visibles dans ma vidéo précédente. J'avais vu quelqu'un dire, et malheureusement je n'ai pas retrouvé le commentaire, que l'équipe du film ne devrait pas avoir besoin de vendre la série comme la série dénonçant le patriarcat, étant donné que le livre ne se vend pas comme tel, même s'il aborde ce sujet. En fait, c'est vraiment soit le lecteur, soit le spectateur de la série qui doit faire sa propre interprétation. Et c'est pour ça que je dis que tous les auteurs intelligents ne politisent pas leurs livres. Ils avaient certes des inspirations dans leur tête, mais ils les vendent telles quelles en laissant les gens s'imaginer ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, on aurait très bien pu dire que voilà, eh bien la série dénonce le patriarcat, etc. Mais pour l'instant, la série n'a pas l'air d'en faire des caisses, et ça aurait été bien que les showrunners ne prennent pas parti. Et pour exemple, et attention, je raconte ma life, mais moi personnellement, ça fait plusieurs années que je travaille sur le projet d'une bande dessinée dans un univers de fantasy steampunk que j'ai moi-même créé. Et certes, j'ai eu mes inspirations, mes idées, mais sauf que quand je publierai un jour cette BD, si jamais un jour j'ai la chance de faire ça, eh bien, je ne dirai rien. Voilà, je laisserai les gens faire leur propre interprétation. Nous avons Hacker et lire X Gaming, qui me rappelle donc un détail hyper important que j'ai oublié de préciser dans ma vidéo précédente, et je ne sais pas comment j'ai pu oublier de dire ça. Il nous rappelle que sur la lettre de Viserys, il était précisé qu'il comptait envoyer quelques troupes pour aider Daemon. Mais par souci d'ego, Daemon a préféré lancer ce que j'appelle un assaut suicide. C'est-à-dire qu'il préfère se voir crever sur le champ de bataille que de se voir sauvé par son propre frère. Sauver, pour lui, c'est l'humiliation. Raimjin nous précise que le dragon scellé par Laenor Velaryon a pour nom Fumée des mers. Et à côté, Macaria a lu le livre et trouve ça un peu dommage de découvrir la série après avoir lu ce dernier, en espérant que je ne me force pas à lire le livre uniquement pour mes vidéos sur cette série. Et alors, je précise, je lis le livre avant tout pour le plaisir et après pour mes vidéos. Et je comprends parfaitement cette sensation de ne pas vouloir se faire spoiler par le livre. Par contre, en revanche, je trouve ça très agréable de voir, les descriptions qu'on avait lues sur papier prendre forme en images. Même si malheureusement le résultat est souvent décevant, et pour moi, ma dernière douche froide a été la saison 2 de The Witcher, et là actuellement le pire c'est vraiment les Anneaux de Pouvoir, parce que là l'histoire n'a carrément rien à voir, mais bref. Nous avons ensuite Biolog Nikam qui revient sur l'aspect ellipse de la série qui selon lui est juste là pour l'introduction. L'introduction de la véritable intrigue qui est celle de l'héritage du trône. Mais d'ici peu, la série va probablement prendre un rythme beaucoup plus lent, comme c'était déjà le cas au début de Game of Thrones. Et nous finissons sur Cinerolou qui bloque sur quelque chose, le fait que le gaveur de crabe s'est fait avoir trop facilement après avoir assiégé pendant 3 ans. Et pour ma part, je pense que c'est justement parce que ça fait 3 ans que ça dure que le gaveur de crabe s'est fait avoir aussi facilement. À aucun moment, il ne pouvait imaginer que Daemon se lancerait dans un assaut suicide. Pour lui, c'était une évidence qu'il finisse par se rendre en se jetant directement dans la gueule du loup. Et dans les grandes guerres, c'est ce qu'on appelle tout simplement un effet de surprise. Entre nous, le gaveur de crabe n'avait pas l'air spécialement très intelligent, il était juste fort pour savoir rassembler des mercenaires et des pirates de tout horizon. Voilà, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais j'ai adoré cet épisode 4. C'est vraiment pour l'instant très simple et très calme, mais il s'est passé énormément de choses concernant les relations entre les personnages. De plus, chaque scène et chaque plan raconte quelque chose. Et avec ça, je trouve qu'il y a vraiment une finesse dans les dialogues. On peut prendre pour exemple la scène de fin entre Otto et Viserys, où ce dernier évoque les 5 jours avant de retirer le titre de main du roi à Otto. Just 5 days. You went from being another man in Jaehaerys court to the second most powerful man in the realm. How long did it take you to choose yourself over your king?
Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment un épisode où il y a des tas de choses à dire. Et c'est pourquoi de votre côté, si vous avez d'autres choses à ajouter, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je mettrai peut-être en avant ceux qui me paraissent le plus pertinents. Et sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.